Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Catherine de la chaîne Booktube Sisters Book Club. Donc, bon anniversaire Catherine, j'espère que tu vas passer une super belle journée. Et vu que c'est son anniversaire, je suis avec vous parce que j'ai lu 3 de ses coups de cœur. Donc, Catherine et moi, qu'est-ce qu'on a en commun en termes livresques? C'est, je crois, qu'on aime le contemporain. Par contre, je pense qu'on n'a pas lu énormément de choses similaires. Ben là, j'allais dire Fanny Cloutier, mais tout le monde est un peu en amour avec Fanny Cloutier. Là, c'est pas quelque chose de très spécifique. Par contre, ce que j'ai bien aimé des suggestions de Catherine, c'est qu'il y avait beaucoup de livres que j'avais pas lus mais que je voulais lire. Donc c'était une palle très invitante pour moi. J'avais définitivement plein d'options, plein de choix qui me tentaient beaucoup. On va commencer avec une lecture qui fait honte que je n'ai pas lue et ma phrase était boiteuse. Lorsque tu dis que t'as pas lu beaucoup ou presque pas ou pas du tout de Michel Tremblay, ben tu sais, ça fait un peu dur ton affaire et mon affaire fait un peu dur. Et au contraire de Catherine qui a vraiment lu tout ou presque de Michel Tremblay, c'est son auteur préféré, donc je me devais, pour l'anniversaire de Catherine, de lire Michel Tremblay. Et ça tombait bien parce que j'avais cette belle dédicace des chroniques du plateau Mont-Royal. Ça faisait à plusieurs reprises que quelqu'un qui me disait que je devais lire les chroniques ou d'autres choses de Michel Tremblay. Récemment, l'année dernière, j'ai relu Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay et j'avais beaucoup aimé. C'était une lecture obligatoire au secondaire, non, pas au secondaire, au cégep. Puis lorsque je l'ai relu, j'étais vraiment très contente de l'avoir relu et il est resté dans ma bibliothèque. Cette fois-ci, la chronique que Catherine voulait que je lise, c'est la première, La grosse femme d'à côté est enceinte. Donc, je n'ai lu aucune chronique, je savais même pas préalablement qu'il fallait les lire en ordre, mais sachez que oui, c'est vraiment préférable de les lire en ordre. Et pour de multiples raisons, entre autres parce que dans la première chronique, il y a énormément de personnages, donc j'imagine que dans les autres chroniques, on a comme l'historique de ces personnages-là, puis ça nous permet un petit peu mieux de situer qui ils sont et pourquoi ils sont ainsi, ou d'avoir leur historique de vie, d'avoir un petit peu plus de réponses et de background. Je sais pas, je dis ça de même, parce que pour l'instant, je n'ai lu que la première chronique. J'ai dans la tête, ben pour un autre défi, de lire la deuxième chronique. Je voulais le faire, mais là, je vais lire autre chose en attendant, parce que c'était assez chunky. Et j'aimerais ça vous faire un résumé de La grosse femme d'à côté est enceinte, mais my god, c'est difficile. Parce qu'on suit vraiment beaucoup de personnages à l'intérieur de ce livre-là. Juste la famille de la grosse femme, c'est Victoire, son nom à elle. Si je me trompe pas, puis j'espère que non, parce que je suis un peu mélangée là-dedans. Puis elle vit avec ses enfants, son frère, il y a comme bien du monde dans cette famille-là qui vivent dans la même maison. Et on ne suit pas juste leur maison à eux, il y a aussi plein d'autres personnages, des femmes sur cette rue-là et plein d'autres femmes qui sont enceintes elles aussi. Donc c'est comme par petites bribes qu'on suit des petits moments de chaque personnage, puis là on retourne éventuellement de manière cyclique à leur histoire. Le début de cette chronique, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs puisque nous, on arrive dans leur quotidien puis on suit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je pourrais peut-être dire que le fil qui nous amène du début à la fin, oui, ça peut être Victoire, la grosse femme, parce que au début, on la sent vraiment très malheureuse, puis elle reste chez elle, puis elle fait rien, puis elle est tout le temps enfermée, puis elle est tout le temps assise à faire pas grand-chose. Tout le monde s'occupe de tout, puis personne ne veut lui faire des choses, personne ne lui demande son aide, etc. Elle est comme un peu oubliée, puis elle a pas beaucoup de place dans sa chambre. Donc, éventuellement, il y a comme un processus psychologique qui s'enclenche avec elle. Puis, je pourrais dire que c'est peut-être ça le fil conducteur de la première chronique.
Je vais m'arrêter là, il y a d'autres personnages, il y a les trois sœurs Rose, Mauve, Violette et leur mère Florence. Ça, c'est bien particulier, le pourquoi elles sont là. On dirait qu'il y a un petit aspect fantastique. Il y a d'autres personnages comme Béatrice et Mercedes, qu'on va revoir à plusieurs reprises. Puis c'est sûr que j'en oublie d'autres. Ben, il y a Marie-Sylvia qui a son chat Duplessis. Le chat prend beaucoup de place aussi. Donc c'est ça. Il y a comme vraiment des petites fenêtres, là, des petites bribes d'informations sur tous ces personnages-là. Et on parle beaucoup de surpoids dans cette chronique-là et on parle beaucoup de femmes enceintes aussi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Là, c'est vraiment difficile pour moi de placer ça en ordre parce que j'ai l'impression que préalablement, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient défavorables pour que je l'apprécie. Bon, je pourrais parler de la mini-écriture, mais ça, c'est juste parce que j'ai le format intégral. Mais c'est sûr que ce sont des minuscules pattes de mouche et c'est assez bien rempli, merci. Donc, au début, là, je lisais une page, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, mais ça va me prendre combien de temps à lire ce livre-là? » Puis finalement, j'ai réussi à avoir mon rythme, puis lorsque j'ai embarqué dans l'histoire, ça allait vraiment mieux, puis c'était vraiment correct, là. Mais au début, j'ai eu vraiment une petite panique. Et la deuxième petite panique, c'est qu'il n'y a pas de chapitres. Et moi, j'aime bien les chapitres, ça me permet de me reposer, ça me permet de me dire, OK, ça c'est terminé, on passe à autre chose. Et là, il n'y en avait pas du tout pendant 172 pages, donc ça aussi, j'ai eu des petites palpitations cardiaques à propos de ça. Et il n'y a pas de séparation non plus entre les différentes bribes, entre les différents protagonistes qu'on suit. Il y a juste un espace entre les paragraphes, puis parfois lorsque ça change de page, ben tu le sais pas parce qu'il n'y a pas d'espace visible que tu es rendu avec d'autres personnages, donc ça peut être un petit peu mélangeant. Ça a été à quelques moments des petits irritants. La troisième petite chose, puis là c'est pas des critiques négatives nécessairement vers le livre, mais ce sont plutôt des éléments qui sont très personnels à moi. Et la troisième chose, ce sont le nombre élevé de personnages, une quantité phénoménale de personnages, et c'est pas peu dire. Il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et moi qui est à l'aise à 1, 2, ben, je les ai pas comptés, mais il y en a au moins une dizaine ou plus. On ne suit pas nécessairement la perspective de tous ces personnages-là, mais ils sont en jeu à différents moments. Puis même, on est rendu vers la fin, puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnages. Et ça, pour moi, c'est difficile parce que, de un, il faut faire les liens entre les différents personnages, essayer d'établir les personnalités de chacun d'entre eux. Puis là, je comprenais que c'était pas nécessairement le but de cette chronique-là, mais j'ai bien la misère à avoir un personnage qui est dans une histoire et j'ai aucune idée de qui il est et de ce qu'il fait et de qui il est pour qui. Donc, j'ai vraiment eu un gros travail mental à faire tout au long de cette chronique-là pour cette raison-là. Je remercie malgré tout Michel Tremblay qui a fait un travail, ma foi, assez exceptionnel de nous rappeler tout le temps, lui, c'est le frère de lui, c'est le père, lui, c'est telle affaire, parce que, sérieusement, s'il l'avait fait juste une fois, j'aurais été en Beau Boswell la majorité du temps. Mais là, je sentais qu'il y avait un désir de me faire rentrer dans la tête, et j'ai apprécié qu'on me prenne par la main solidement, parce que sinon, je me serais perdue. Donc, je peux pas dire vraiment autre chose pour le moment. J'ai l'impression que la deuxième chronique va être plus facile à lire. On s'en va avec le personnage de Thérèse qu'on a rencontré un petit peu dans la première chronique et Pierrette qu'on a minusculement vu à la fin. Donc si on suit juste deux personnages, ça risque d'être plus facile pour moi. Mais pour toutes ces raisons-là, ça n'a pas été évident. Ma lecture de la première chronique, la grosse femme d'à côté est enceinte. J'ai beaucoup apprécié l'aspect diversité corporelle parce que, comme je vous mentionnais au départ, il y en a vraiment beaucoup. On mentionne beaucoup la grosseur des gens. Je ne sais pas si c'est fait de manière délicate, là, par contre, mais je connais pas beaucoup de livres qui font de la représentation pour les personnes un peu plus grosses, un peu plus en surpoids. Je sais pas c'est quoi la façon appropriée là, de m'exprimer en ce moment, puis je vis un malaise. Mais définitivement, pour ça, c'était différent et original, malgré que c'est pas une œuvre très récente. Il y avait aussi beaucoup de thématiques
On voyait que malgré les réflexions des personnages qui étaient parfois problématiques, on pouvait lire en dessous que l'auteur, c'est pas nécessairement ce qu'il pensait lui-même. Il y avait des petits moments bien malaisants aussi, puis il y avait une atmosphère un peu lourde, je sais pas comment expliquer, mais comme tout le monde est un peu malheureux dans cette histoire-là, donc je lisais ça, puis j'étais comme, ah ben, c'est comme, il y a personne qui est whoop-polite, là, ça se crie, tout le monde est fâché, tout le monde est comme ben malheureux, ben triste, donc c'était comme un... Je sais pas à quoi je m'attendais, ben en fait je m'attendais à ça. Hop. Je m'attendais un peu plus à un ange cornu avec des ailes de tôle, puis on était vraiment pas dans le même univers, dans le même objectif, donc j'ai été déstabilisée. Puis je peux pas dire finalement comme qu'est-ce que j'en ai pensé. Je vais laisser mijoter tout ça, puis je vous en reparlerai dans une couple de mois. Le deuxième coup de cœur de Sisters Book Club Catherine, c'est Chimie 501 de José de Angelis. Un livre dont on a énormément entendu parler et j'avais vraiment hâte de le découvrir. C'est pas une joke. Puis là, lorsque j'ai vu qu'il était sur la liste de Sisters Book Club, je me suis dit, ben là, faut que je le lise, j'ai plus d'excuses. C'est une romance entre deux garçons, entre Max et Nick. Max, les gens le savent, qu'il est gay depuis des années. Il a même vécu beaucoup d'intimidation et de violence par rapport à ça. Il veut passer sa dernière année de secondaire, là, tranquille, il veut la paix, il veut passer low profile, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Nick habite à Ottawa et pour une année, ils s'en viennent à Montréal. Donc lui, c'est clair, il passe son année à Montréal, ça va lui faire du bien. Il s'est passé une couple de choses à Ottawa, un peu plates, là, des trucs poches. Puis il veut juste comme s'en aller de là, se retrouver, se ressourcer, puis après ça, dans un an, ben le gros de la crise va être passé, puis ça va aller mieux. Donc, Nick va s'en venir à Montréal, à l'école de Max, et immédiatement, ils vont se voir, et il y a une petite étincelle qui va apparaître. C'est une très belle romance entre deux garçons. Ça m'a fait beaucoup penser à James de Samuel Champagne, mais je vous dirais de la perspective inverse. Parce que dans James, le personnage qu'on suit a sorti avec une fille et se dit hétérosexuel jusqu'à temps qu'il rencontre le garçon, là, je me souviens plus de son nom, et puis là, les doutes viennent. Tandis que ici, on part de la perspective de Max qui se dit gay et tombe amoureux de Nick qui a eu une blonde. Même si Nick est pas vraiment fermé parce qu'il lui envoie beaucoup de signaux, il y a quand même un certain processus mental, puis des discussions qu'il n'a pas eues avec sa famille, avec ses amis, et Max sait pas comment Nick va gérer ça. Donc c'est sûr que ça va créer des situations un peu difficiles entre eux. Max il a été beaucoup blessé par rapport à son orientation sexuelle, donc il n'a pas envie de se faire blesser encore, et c'est un peu aussi le pouls qui est donné autour de lui. Ses parents, ses amis sont comme ok, c'est le fun ça, mais fais attention. Puis lorsque tu es en amour, ben, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de faire attention. Tu as envie de le vivre à fond. Il le sait que c'est possiblement une histoire d'une année parce que Nick retourne, mais il se dit, ben, je vais en profiter au max pendant cette année-là. C'est une histoire en alternance avec les deux points de vue, le point de vue de Max et le point de vue de Nick. J'ai trouvé ça super pertinent, super riche, parce que ça nous donne accès à leur historique, à leur passé, puis aux raisons de pourquoi ils agissent d'une certaine façon. On ressent toutes les blessures de Max. On lit beaucoup son anxiété qui le fait réfléchir énormément. Il m'a vraiment beaucoup fait penser à moi, à tout le temps voir les scénarios, penser trop loin, être tout le temps dans le futur au lieu d'être dans le présent. Je comprends tout à fait qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Là. Je suis tellement comme Max. Puis d'un autre côté aussi, on a Nick, puis on comprend aussi comment il est, il trouve ça le fun, ses sentiments sont vrais, il se pose pas trop de questions, il y a comme deux vies, puis les deux, ils s'entrecroisent pas pour le moment, puis c'est correct, il vit ce qu'il a à vivre avec Max et c'est tout, mais éventuellement,
on peut pas vivre comme ça tout le temps, même si on se dit que c'est pour une année. Donc, on se rend compte que c'est là que le conflit va arriver. Mais j'ai beaucoup aimé la narration alternée, ça m'a permis de mieux comprendre les deux personnages et j'ai trouvé que leur réaction était complètement vraie, que ça faisait super honnête, authentique. Puis je pense pas qu'il aurait dû réagir d'une autre façon. Le personnage était vraiment complexe et bien écrit et j'étais entièrement là dans leur conflit. C'est une romance que lorsqu'elle pogne, là, est vraiment cute, mais cute, mais cute. Puis lorsque ça chavire un peu, ça fait mal. Ça fait mal et que ça fait mal. J'ai beaucoup aimé l'écriture aussi, je trouvais que ça se lisait super bien. C'est assez gros, donc tu tournes les pages, puis tu te poses pas vraiment de questions. C'est tout doux et aussi il y a beaucoup de réflexions autour des amis, autour d'un discours hétéronormatif. Ils ont deux réalités complètement différentes aussi parce que Max, depuis son enfance, tout le monde le sait, même avant lui, qu'il est gay, alors que pour l'instant, du côté à Nick, tout le monde pense qu'il est hétérosexuel. Donc, il y a comme une divergence aussi dans les deux côtés. On a accès à des parents ouverts, qui sont accompagnateurs envers Max. On n'a pas trop accès là, aux parents de Nick. Les amis aussi sont vraiment une belle source de réconfort pour les deux personnages. Ils réfléchissent, puis ils les font réfléchir, ils avancent, puis ils apprennent de leurs erreurs. Et c'est juste tellement, tellement beau. J'ai terminé ce livre-là, là, puis j'étais tellement bien, je comprends tout à fait pourquoi les gens ont aimé ça. Je comprends tout à fait pourquoi c'est un coup de cœur de Sisters Book Club. Je suis vraiment contente officiellement de l'avoir lu. La dernière lecture que j'ai choisie pour l'anniversaire de Catherine de la chaîne Sisters Book Club, c'est Sauvage Baby de Patrice Godin, un livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque et que j'ai fait autographier au Salon du livre de Montréal, je pense, il y a 2 ans. Donc, je connaissais l'acteur, c'est la première fois que j'allais lire sa plume. Dans cette histoire assez noire, juste la page couverture en tout cas donne le ton, on va suivre Alexia qui est une femme trans qui est prise dans un réseau de prostitution. Son proxénète s'appelle Frank. Puis dès le début, là, elle a comme l'opportunité de se sauver, puis c'est ça qui va se passer. Donc, se sauver, c'est une chose, mais c'est une personne qui a énormément de contacts, donc malgré qu'elle ne soit plus dans ses griffes, elle se dit qu'elle ne pourra jamais être libre malgré tout, puis il va tout faire pour la rechercher et pour la retrouver et pour lui faire mal, la violer, continuer ce qu'il faisait, la vendre, etc. Donc, on suit Alexia d'un côté, mais on suit aussi Sam de l'autre côté, qui est un homme de 47 ans, ancien militaire dans les forces spéciales, qui était engagé pour les situations difficiles où c'était certain qu'il allait avoir du sang ou des morts lorsque les tensions étaient à leur paroxysme. Donc, Sam a vécu la guerre, est revenu et est encore troublé, a des traumatismes, un choc post-traumatique dû à ça. Il habite seul dans une maison très loin de la civilisation et sur un coup de chance, il va trouver Alexia qui s'est sauvée de Frank, mais très mal en point. Donc c'est comme une rencontre entre deux personnes brisées physiquement, mentalement. C'est un livre pour moi qui joue dans les teintes de gris parce que le bien et le mal sont subjectifs et des comportements ou des choses qu'on associe habituellement au mal peuvent peut-être être le bien. Ça se lit pas nécessairement comme un thriller parce qu'il y a une trame narrative qui est obligatoire. Il y a rien, on se cache pas la tête dans le sable que Frank va tout faire pour retrouver Alexia et possiblement qu'il va y arriver, puis comment ça va se dérouler une fois qu'il va l'avoir trouvée. Donc une certaine tension inévitable. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on embarquait complètement dans les actions, puis on l'embinait pas en faisant croire que ça va pas arriver.
Donc, c'est pas nécessairement ça la tension du livre. C'est sûr que la possible rencontre entre Sam et Frank est peut-être l'élément le plus anxiogène et si il va être capable de trouver Alexia ou est-ce que c'est Sam qui va décider de se débarrasser de Frank avant, il y a comme cette zone de gris parce que Sam aussi, ben, il a vécu des affaires pas mal difficiles. Il a déjà tué des hommes, donc un chien sale de plus ou un de moins. Est-ce que c'est comme ça qu'il va penser? Donc, vous voyez là dans quoi on se dirige. C'est un livre qui a des tout petits chapitres, donc ça permet vraiment de tourner des pages rapidement. L'écriture aussi est assez grosse. La plupart du temps, c'est aéré, là, sauf ce que je viens de vous montrer, mais ça se lit vraiment très rapidement. Donc, j'ai embarqué dans ce livre-là, j'ai commencé à le lire, ça me stimulait vraiment beaucoup que ça tourne les pages rapidement. C'est sûr que pour moi, l'histoire sortait pas nécessairement des sentiers battus, j'aurais aimé ça, me sentir plus accrochée à l'histoire, mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'il y a un grand détachement entre les deux personnages principaux, Alexia et Sam, parce que eux-mêmes sont plus connectés avec leurs émotions. Donc, on a accès à leur histoire, on a accès à leurs pensées, à leur background, mais en même temps, ils sont comme complètement déconnectés des émotions parce qu'ils n'ont pas le luxe d'y avoir accès. Ça déboucherait quelque chose de trop intense. Donc, il y a comme une certaine froideur entre nous et les personnages. Puis tout au long du livre, ben cette froideur reste là malgré tout. Puis si possiblement ça devient beau, ben ça sera plus l'histoire de ce livre-là. C'est intéressant parce qu'il y a comme un deuxième tome qui se nomme Les Chiens. J'imagine que c'est soit du côté à Frank qu'on va aller ou du côté à Sam. J'ai même pas regardé la quatrième de couverture, mais je suis quand même assez intriguée d'en découvrir plus avec ce deuxième tome et aussi de découvrir les autres écrits de Patrice Godin. Même si le sujet n'était pas nécessairement hyper original, il y a certaines choses que j'ai appréciées, comme le fait que je vous mentionnais, qu'on embarque dans les actions puis qu'on se fait pas croire que ces actions-là arriveront pas. La fin, elle est assez anxiogène parce que on arrive à un événement là, très intense et il y a comme pas de façon que ça se termine bien. En tout cas, pas pour tous les personnages ou fortement pour pas beaucoup d'entre eux. Donc, c'est vraiment stressant. Puis, on a appris à apprécier les personnages et tout ça. Donc, la finale, il faut la lire d'une seule claque parce que sinon, ben, on va trouver ça trop dur d'attendre pour savoir comment ça finit. Il y a un personnage qui est d'un calme olympien et, my God, Sam m'a troublée dans cette histoire-là. Là. Définitivement, j'ai trouvé ça intéressant comme lecture. Donc, j'ai terminé avec les lectures pour l'anniversaire de Catherine. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à lui écrire un joyeux anniversaire, bonne fête sur ses divers réseaux sociaux et allez la suivre sur YouTube, sur Instagram. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!